Lien avec ce qu'a présenté M. Prépetit, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans des polémiques et dans des définitions, mais on pourrait différencier la science en deux sciences, la science du naturel, ce que fait M. Prépetit, et la science de l'artificiel, qui est en gros, mon job à moi ici, c'est plutôt de faire des outils dont les gens de la science de naturel vont se servir pour faire leur science et pour présenter ce qu'a présenté M. Prépetit. En plus, j'ai vu qu'il avait utilisé le mot tridimensionnel dans sa présentation, donc ça tombe très bien. Donc la présentation sera en deux parties. Je vais d'abord vous présenter les principes de l'interaction 3D, donc c'est un peu un petit cours. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, ça tombe très bien. Et ensuite, je vous présenterai les domaines d'application. Donc avant de présenter les principes, qu'est-ce que l'interaction 3D? Alors, pour moi, c'est un axe de recherche. Pourquoi c'est un axe de recherche? Parce que dans le grand monde de la science, il y a la recherche en informatique. Dans la recherche en informatique, il y a tout un pan de la recherche en informatique qui se base sur l'interaction entre les humains et la machine. Et à l'intérieur de cette interaction, il y a différents domaines qui utilisent l'axe de recherche qui est l'interaction 3D. Donc l'interaction 3D a été définie en 2006 par M. Baumann de la façon suivante. Donc c'est de l'interaction entre un homme et une machine dans lequel la tâche de l'utilisateur est effectuée directement dans un contexte spatial tridimensionnel. Alors, si je définis un peu plus les termes, donc interaction, donc ça veut dire que on a des actions sur la machine et elle nous renvoie des informations. Direct, ça veut dire qu'on est actuellement dans un monde où on a des cartes graphiques sur les ordinateurs qui sont très performantes et qui nous permettent d'aller interagir directement sur les données. On n'est plus comme à l'époque des années 60 où on devait rentrer tout en ligne de commande. Là, cette fois-ci, quand on veut ouvrir un fichier, on va directement sur le fichier, on voit tout de suite ce qu'on fait. Et ensuite, contexte 3D Spatial Context. Donc là, c'est des données qui sont tridimensionnelles, spatialement situées. Donc si je prends un contre-exemple, la météo, comme nous a été présenté, je ne sais plus par qui ce matin, dans le MakerBot, ils nous ont montré, dans le Maker Lab, ils nous ont montré un dispositif qui capturait une station météo, dans laquelle ils avaient la pluviométrie, la direction du vent et la force du vent. Donc là, on a une donnée tridimensionnelle, mais elle n'est absolument pas spatialement située. D'accord ? Donc nous, on est plutôt dans des points 3D dans l'espace. Donc il y a deux types de données de base. Les premières, c'est les points dans l'espace 3D, qu'on définit en général par x, y, z. Donc quand on a des points dans l'espace, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut les relier, puis ensuite faire des faces, et là on obtient des objets 3D, des objets tridimensionnels. Donc c'est notre donnée de base. Donc elles peuvent être de différents types. Elles peuvent être surfaciques. Donc là, par exemple, le visage qui est représenté, on a des points 3D qui représentent uniquement la surface du visage. Elles peuvent être volumétriques, donc comme j'imagine les données tridimensionnelles de M. Prépetit, où là, cette fois-ci, on a une matrice tridimensionnelle, donc dans des 3 dimensions, et on a des points dans toutes les zones de l'espace. Et dans ces cas particuliers, on définit en gros une densité. Donc on a des densités de terrain, ou alors, là, au-dessus, vous avez une momie qui a été scannée, et donc vous avez des densités qui représentent les os de la momie. Et ensuite, on a des données sémantiques. Donc c'est des données qui sont indépendantes de leur représentation. Comme là, à droite, vous avez une molécule, donc on a les points qui définissent la molécule, leur lien, mais après leur représentation est complètement différente. On l'a représenté ici par des boules et des cylindres, mais ça pourrait être autre chose. Donc une fois qu'on a ces données de base, qui sont les points dans l'espace 3D, on a un autre type de données qu'on va manipuler. Je ne sais pas si vous avez une idée. Si je vous montre cette photo, pour obtenir cette photo, là, bon, c'est une photo, mais finalement on a manipulé des objets 3D, qui sont des personnes, des vraies personnes. Mais à quoi on a dû faire attention pour prendre la photo? À la perspective, à la position, en fait, à la position de l'appareil photo, tout simplement. Le nombre de pixels? Ah non, c'est pas le nombre de pixels. Là, on a positionné les personnages dans l'espace, et on a dû porter une attention très particulière à la position de l'appareil photo pour donner cet effet-là. Donc on appelle ça la caméra, si vous voulez.
avec ces données intrinsèques qui sont la définition de l'objectif, la distance focale, l'ouverture, etc. et les données extrinsèques qui sont sa position dans l'espace. Donc ça, c'est les deux données de base qu'on manipule en interaction 3D. Quand on manipule les premières, on dit qu'on fait de la manipulation d'objets. Quand on manipule les deuxièmes, on dit qu'on fait de la navigation. Alors je sais qu'à Haïti, vous avez beaucoup de téléphones portables. J'imagine que vous avez des smartphones avec des jeux. Sur les jeux, la plupart du temps, quand vous jouez à un jeu de voiture, par exemple, vous manipulez un point de vue. C'est-à-dire que vous avez l'environnement et vous vous déplacez à l'intérieur de l'environnement. Donc ça, c'est de la navigation. On manipule la caméra. Donc l'interaction 3D, c'est une boucle. On a les données, point caméra. On a des fonctions d'affichage qui vont afficher ces données. L'utilisateur, il les voit, il les réinteragit dessus et ça tourne en boucle. Donc le Graal, pour certains utilisateurs, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est Iron Man. Donc, dans sa main, l'utilisateur a un objet qui est tridimensionnel. Il peut le voir comme un objet réel, sauf qu'il est virtuel, avec tous les avantages qu'on a. On a aussi des objets positionnés dans l'espace qui sont 2D, comme les images que vous avez, etc. etc. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on se confronte toujours à ça. C'est quand on fait de l'interaction 3D, de nos jours, on est incapable encore de faire des hologrammes, donc on a toujours des affichages. Donc il faut toujours prendre en compte l'affichage dans l'interaction 3D. Donc si je prends la situation classique, on a un utilisateur, sa main et l'objet 3D. Lorsque vous êtes sur un bureau et vous interagissez avec vos objets 3D, vous avez votre écran qui est positionné entre la main et la scène. Vous avez l'écran qui manipule la souris, donc l'écran se situe là. Quand on va dans le monde de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, on a différents types d'affichage. Comme par exemple les affichages rétiniens. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est beaucoup utilisé en chirurgie. Vous en avez un exemple ici, où c'est un système qui est accroché à la tête, qui à l'aide d'un laser va afficher directement l'information sur la rétine de son utilisateur. Ça peut faire un peu peur, c'est aussi pour ça que c'est pas très développé aujourd'hui. Mais c'est un certain nombre d'avantages, c'est que c'est léger, on le porte, la main est derrière cette fois-ci, donc on peut superposer tout un tas d'informations devant ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on a les visiocasques. Donc actuellement, c'est en train de monter pas mal parce qu'on avait des contraintes technologiques qu'on arrive à supprimer. Donc les visiocasques, c'est des dispositifs un peu plus lourds, un peu comme l'affichage rétinien qu'on positionne donc sur la tête. Et devant les yeux, on a des écrans. Alors on peut avoir un seul écran, on peut avoir un écran par œil. Il y a même des visiocasques qui ont 12 écrans pour avoir une grande définition. Et dans les casques les plus perfectionnés, on a aussi des petites caméras qu'on positionne devant le visiocasque. Donc ça nous permet de faire quoi? Eh bien, avec les caméras, on capture le monde réel, on le filme, on le met dans la machine. On a aussi dans la machine le monde virtuel, donc on est capable de les mélanger, monde virtuel et monde réel, et de les réafficher à l'utilisateur, en lui donnant l'impression qu'il est dans un monde qui est à la fois réel et à la fois virtuel. On peut prendre les avantages des deux. Ensuite, on a les systèmes qui s'appellent fish tank, donc ça veut dire aquarium, j'imagine que vous savez ce que c'est, qui sont des écrans que l'on place cette fois-ci, pas sur l'utilisateur, mais toujours entre sa tête et sa main. Donc vous avez un exemple ici, donc là, techniquement c'est assez simple. Il y a un miroir sans teint, semi-transparent. Ce miroir reflète l'image de l'écran qui est positionné au-dessus. Et comme c'est semi-transparent, l'utilisateur voit également sa main. Donc c'est une façon aussi de mélanger le virtuel et sa main réelle pour interagir de façon intuitive et efficace. Donc si je veux aller un petit peu plus loin dans les écrans, dans les affichages, il en existe encore deux grandes catégories. Je vais d'abord devoir définir deux termes de l'interaction 3D qui sont assez classiques. La stéréoscopie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la stéréoscopie pour les yeux? Non, vous ne savez pas trop? Donc là, vous voyez une seule image, d'accord, d'un officier. Si je clique là, j'ai deux images de l'officier. En les switchant, enfin en les faisant passer l'une et l'autre de façon très rapide, vous avez une impression de 3 dimensions, une impression de profondeur. Vous arrivez à bien voir que lui se détache du fond. Alors ça, c'est un artefact qui est low cost, si vous voulez. Mais en utilisant le même principe, en ayant deux images, en affichant une image sur chaque œil, actuellement, on arrive à voir ça déjà dans les cinémas, ou alors on les a dans les visiocasques que je vous ai présentés tout à l'heure, on arrive à restituer l'impression de profondeur et l'impression d'avoir vraiment les objets dans l'espace en face de nous.
Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est alors j'ai pas réussi à le traduire, L-Copic Display, qui est en fait le principe tout simple de capturer la position de la tête de l'utilisateur en face de son écran et de changer l'affichage en fonction de cette position, de recalculer l'affichage en fonction de la position de sa tête. Donc là, vous voyez que bon, c'est monoscopique puisque c'est une caméra, mais on a l'impression que les objets sont réellement positionnés sur le système, c'est de la perspective. Donc en revenant à nos systèmes d'affichage, eh bien, avec les lunettes stéréoscopiques, on peut imaginer avoir l'écran qui est au milieu de notre scène tridimensionnelle, d'avoir l'impression que les objets sortent et que les objets sont derrière. Puis on peut avoir des écrans qui peuvent être positionnés derrière, donc c'est une autre catégorie d'affichage qu'on appelle les caves, où là, cette fois-ci, on a carrément les gens qui sont dans une pièce, et sur chaque mur de la pièce, on a un affichage. Donc sur cette photo, ou même un peu, voilà, c'est une photo plus dédiée à Monsieur Prépetit, mais il n'est plus là. Donc là, on voit une montagne, et la personne, vous voyez qu'elle a des lunettes, donc du coup, elle va voir cette montagne avec l'effet de profondeur. Et les lunettes sont capturées, c'est-à-dire qu'on connaît la position de la tête de cet utilisateur en face de cette montagne. Et donc on va recalculer l'affichage, et c'est-à-dire que s'il se déplace à droite, il va voir à droite de la montagne, s'il se déplace à gauche, il va voir à gauche de la montagne. Chose qui est impossible si on ne capture pas la position de sa tête. Donc j'en arrive à la fin de cette petite partie court sur l'interaction 3D. Donc je vous ai montré un peu ce que c'était que les données de base, la stéréoscopie, le L-Copic Display, quelques dispositifs d'affichage. Il y a aussi tout un tas de dispositifs d'interaction entre l'homme et la machine, mais je n'ai pas le temps de venir ici. Comme par exemple l'haptique. L'haptique, c'est la simulation du toucher, donner l'impression à l'utilisateur qu'il touche vraiment les objets virtuels. J'ai un exemple un petit peu plus loin. Puis après, il y a d'autres gens qui travaillent aussi sur le rendu 3D, etc. Donc j'en arrive au domaine d'application. Donc il y en a un certain nombre. Alors tout à l'heure, j'ai fait le lien avec la présentation d'avant, je vais pouvoir faire le lien avec la présentation d'après. Un des problèmes d'application, c'est le tourisme et le jeu. Donc je crois que dans la présentation d'après, vous avez une intervention sur le tourisme, à moins qu'ils ne soient pas là. Si. Parfait, voilà, parfait. Donc c'est de la réalité virtuelle et appliquée donc à la visite d'une citadelle. La citadelle d'Haïti. Donc là, du coup, je vais laisser l'orateur suivant faire le travail à ma place. Un deuxième domaine d'application, très en vogue dans la réalité virtuelle, c'est la thérapie. Donc vous avez un exemple ici, où M. Hoffman a réussi à montrer qu'il arrivait à soigner des gens de l'arachnophobie. Donc vous voyez que la personne a un casque, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc ça veut dire qu'elle ne voit pas la réalité, elle voit un monde virtuel, donc on lui affiche des araignées en virtuel. Hoffman a mis en évidence le fait qu'en mélangeant cette virtualité avec un peu de réel, en lui donnant aussi des sensations de toucher avec des vraies araignées, enfin des vraies araignées en plastique. Donc on arrive à la soigner, cette personne, et puis à la fin de l'expérimentation, elle arrive à toucher des araignées qui n'ont quand même pas gagné, ce qui est quand même pas gagné. Donc on arrive à soigner un certain nombre de phobies, l'arachnophobie, l'ornithophobie, je crois que c'est la peur des oiseaux et autres créatures, le vertige également, la claustrophobie, l'agoraphobie, etc. On fait aussi de la réhabilitation, c'est-à-dire que des personnes qui ont un traumatisme, on les aide à revenir à la normale, si vous voulez. Donc c'est pas mal utilisé en milieu militaire. Lorsque les militaires reviennent d'une guerre, souvent ils ont du mal à revenir au monde normal, donc on les met dans des situations virtuelles qui simulent vraiment très bien le réel, et progressivement on les ramène à la vie normale. Rééducation après un accident également. Donc les avantages d'utiliser l'interaction 3D et la réalité virtuelle sont les suivants, c'est qu'on peut mettre en situation de façon sécurisée, c'est-à-dire qu'une personne qui a la peur du vide, on n'est pas obligé de la monter en haut d'une falaise du premier coup, donc on peut progressivement la mettre en situation. Et pour les araignées, c'est pareil, la peur des serpents, on ne fait pas de mal aux animaux. Donc on a vu le tourisme, non, c'est pas moi qui on l'a vu, mais on vous le verrez tout à l'heure, la thérapie. Ensuite, il y a la visualisation scientifique. Donc voici un premier exemple de visualisation scientifique où du coup on utilise l'interaction 3D dans le domaine de l'archéologie, où là vous voyez quelqu'un un scientifique qui a scanné une pièce de musée ou une pièce qu'il a trouvée sur le terrain, et il va donc interagir avec, il va pouvoir l'observer, c'est principalement de l'observation ici, sous toutes les coutures. Donc ça présente plein d'avantages, c'est qu'on a tous les avantages du numérique, parce qu'on va pouvoir zoomer
sur cette pièce-là, on va pouvoir la regarder sous tous les angles. On n'a plus de problèmes physiques pour la tourner dans tous les sens, surtout si elle est lourde. On va pouvoir l'envoyer à ses collègues, on va pouvoir la partager, etc. Là, j'ai un autre exemple, c'est une petite vidéo. Vous avez un fish tank, alors du coup je mets en pause. Ah non, c'est pas ça la pause. Vous allez voir le fish tank dont je vous ai parlé tout à l'heure, où donc la personne, vous voyez que vous avez vu la perspective, elle bouge quand la personne bouge la tête, donc ça donne vraiment l'impression qu'il est en face de lui un objet. Et en plus, sur ce fish tank là, en bas, ils ont mis une dalle tactile, comme vous avez sur les téléphones, sauf de grande taille. Donc ça lui permet d'interagir de façon très intuitive avec les objets qu'il a en face de lui. Donc si on revient sur un peu sur l'archéologie, vous voyez ici, il va pouvoir tourner les pièces un peu dans tous les sens pour pouvoir les observer. Je vais laisser tourner. Là, il a la deuxième pièce. Puis il va pouvoir éventuellement les bouger, les assembler. Puis s'il fait une découverte en se disant « Ah, mais c'est comme ça que ça s'assemble », il va pouvoir envoyer cet assemblage à son collègue de l'autre côté du monde. Donc je passe. J'ai un troisième exemple. Où là, alors c'est un exemple, c'est un petit peu vieux, ça date des années 2000. Où là, cette fois-ci, on a un modèle volumétrique. Donc volumétrique, comme je vous expliquais, on a une matrice tridimensionnelle et dans l'espace, on a des densités. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs densités. Il y a la peau, il y a les os, il y a le cerveau. Et donc là, les personnes ont fait une étude pour savoir quels seraient les outils les plus efficaces pour observer des choses à l'intérieur de ces données volumétriques. Parce que contrairement aux données surfaciques, quand on les affiche, on a une boîte qui est pleine de choses à l'intérieur et c'est très difficile d'accéder à ces choses pour les observer. Et j'ai encore un quatrième exemple. Alors cet exemple-là, il va faire le lien un petit peu avec la présentation de Nadine Mandran ce matin, dans un premier temps, qui vous expliquait un petit peu les démarches pour savoir si déjà la communauté scientifique arrive à répondre à ce problème. Ensuite, on identifie les manques, si c'est le cas. Puis on propose des nouvelles idées, on les conçoit, on les formalise, et ensuite on rédige les résultats, et puis ça tourne en boucle. Donc là, le problème, du coup ça me permet de faire la liaison avec Monsieur Petit. Ici vous avez un ROV, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit sous-marin qui va au fond des océans, et que Ifremer utilise pour faire des observations au fond des océans. Donc c'est un petit sous-marin, c'est pilotable, ils le pilotent de leur bateau. Et voilà le genre d'image qu'ils ont quand le ROV est au fond. Donc ils ont juste une image 2D. Et ils ont des bras, alors on ne voit pas très bien sur l'image, mais ce bras-là va aller chercher des outils ici, les prendre, puis aller faire ses petites manies, puis remettre, il y a une caisse, etc. Donc avec des marqueurs. Et là, je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer tout de suite le problème qu'on a avec ce genre de choses. Donc voilà une vidéo prise du ROV. Donc là, le ROV, il est censé être stationnaire. Sauf qu'au fond de l'eau, il y a des courants. Donc il est toujours en mouvement. Donc si la personne décide d'aller mettre le bras ici, il va sur l'interface, il va dire tiens, clique ici, il faut qu'elle aille là. Voilà. Là, cela, c'est en train de bouger tout le temps. Donc on a un problème ici, on ne peut pas arriver à sélectionner des objets qui sont en train de bouger, ou alors c'est très difficile. Donc on s'est inspiré de ce problème-là, enfin c'est notre problème de base, et on s'est dit est-ce que l'existant va nous permettre de solutionner ça ou pas. Donc je reviens à ma présentation. Donc on s'est rendu compte déjà dans un premier temps bien que ce problème-là de sélectionner des objets mobiles, c'était beaucoup plus large que le problème du ROV. Vous avez en haut des simulations, où des chercheurs font des simulations et ils veulent sélectionner une petite molécule. Vous avez les jeux vidéo, vous avez simplement, vous êtes en train de regarder un match de basket à la maison, il y a des personnages qui bougent dans tous les sens. Vous voulez en sélectionner un pour lui trouver ses statistiques. C'est difficile parce qu'il bouge.
Donc les solutions existantes sont les suivantes, il y en avait deux à l'époque, avant la nôtre. Eh bien la première solution c'est de mettre en pause, mais vous voyez bien qu'avec le ROV, on ne va pas mettre en pause, parce que si on met en pause pendant qu'on sélectionne un objet, ben, le ROV il est en train de dériver, on ne sait pas où il va, puis après quand on revient à la réalité, ben, il faut le rattraper. Donc ça c'était la première solution, donc on s'est dit ça c'est pas possible, ça suffit pas, on perd le contexte, puis c'est mono-utilisateur. Dans le cadre du match de basket, si vous mettez en pause pour avoir les statistiques d'un joueur alors que tout le monde est en train de regarder, et si vous loupez le prochain match, tout le monde va râler. Il y avait une autre technique qui s'appelle la technique Comet, qui se base sur une loi qu'on appelle la loi de Fick, mais je ne vais pas vous rentrer là-dedans dans les détails tout de suite, mais juste le principe est simple, c'est que les personnes essaient de grossir les cibles. Donc là, ça s'appliquait dans le contexte de sélectionner dans le contexte de contrôle de trafic, où les gens voulaient sélectionner des véhicules. Eh bien, leur système était capable de mettre une espèce de traînée au véhicule. Donc en mettant la traînée au véhicule, c'est un peu comme si on agrandissait la cible et c'est plus facile d'aller cliquer dessus. Mais ça ne fonctionne pas quand on est dans des environnements très denses, avec beaucoup de choses. Donc on a essayé de proposer une technique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire une simulation d'un objet qui bouge, et on a observé des gens en disant, bon, allez cliquer sur la cible, qu'est-ce qui se passe? Donc si vous regardez bien, le petit curseur noir, que fait la personne avant d'arriver à cliquer sur la cible? Elle la poursuit. Elle a un comportement qui est, j'essaie de chasser ma cible, et quand j'estime que c'est bon, plaf, je clique dessus. Eh bien, ce comportement-là est facilement détectable en informatique. Donc là, on est un petit peu dans les outils de conception d'objets. On n'est plus dans la visualisation scientifique, on n'est pas encore dans la navigation, on est dans la conception. Donc il existe des logiciels qui permettent de construire ce genre d'objet. Alors, un intérêt direct pour la plupart, enfin pour certains d'entre vous, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Arriver à construire un objet, pourquoi? Pour pouvoir l'imprimer, tout simplement. Donc il y a des logiciels qui permettent de faire ça, et l'interaction 3D s'y intéresse de près. Là, vous avez un exemple d'une personne qui va essayer de modéliser un visage. Il part tout simplement de points 3D, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'une grille. Alors c'est accéléré, hein. Il ne va pas aussi vite normalement. Et donc je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'important là-dedans. Vous voyez qu'il est en train de manipuler l'objet, mais qu'est-ce qu'il fait également? Voilà, il navigue. Et donc il passe une grande partie de son temps à bouger l'objet un petit peu dans toutes les dimensions, comme un sculpteur ferait pour sculpter sa sculpture. Il va bouger pour observer l'objet sous toutes les dimensions. Donc ça fait ces deux tâches très importantes qu'il faut qu'il combine pour arriver à modéliser son objet, qu'il va après peut-être imprimer ou utiliser dans un film d'animation, etc. Donc je voulais vous montrer du coup une recherche qu'on a fait par rapport à ça. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Oui, j'ai beaucoup de temps. Oui, ça va. Ça va? D'accord, bon, alors du coup... Il y a un accent. De quoi? Il y a un accent dans votre session. Ouais. Donc là je vais vous montrer du coup une recherche qu'on a fait par rapport à ça. Parce qu'on s'est posé ce problème-là, on s'est dit mais les gens passent beaucoup de temps à tourner la caméra, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ça? Donc là, on est dans un objectif de performance. Donc on a observé que la plupart des gens utilisent ce type de configuration, qui est une configuration 4 vues. Donc c'est-à-dire que s'ils veulent construire un objet, le modéliser, ils vont avoir en haut à droite une vue générale, comme vous avez vu dans la vidéo, où il va pouvoir tourner et observer son objet. Et dans les trois autres vues, c'est ces vues-là qui sont prédéfinies, avec un affichage très particulier, dans lesquelles il va faire ses manipulations pour construire son objet. Il y a aussi une autre méthode que parfois ils utilisent, c'est carrément de passer d'une vue à une autre avec un bouton. Sauf que, en général, ça a un coût cognitif, j'emploie des termes, j'espère que vous suivez, qui est que quand on arrive sur une nouvelle vue, eh bien, on doit redécouvrir la vue, ça prend un peu de temps avant de pouvoir s'en servir. Donc nous on a proposé une technique qui s'appelle Yuka, qui utilise donc des animations de caméra entre des vues, et le système est suffisamment intelligent pour savoir quelle vue est nécessaire à l'utilisateur. Alors ça c'est l'application, donc on a développé vraiment ce logiciel pour de vrai, on a été contacté du coup par une boîte allemande qui voulait l'intégrer dans son futur logiciel.
Donc vous voyez qu'il y a des vues ça tourne tout seul, et ça va d'une vue à une autre. Alors ça peut vous paraître violent et un peu incompréhensible en tant que spectateur, mais pour les utilisateurs, ça marche très bien. Du coup, on a été voir des designers, des vrais designers, qui nous ont donné leur retour et qui ont fait l'expérimentation. Et ça marche bien. Donc là, vous voyez que ça, c'est l'expérimentation, comme je vous expliquais tout à l'heure, en laboratoire, qui n'est pas écologique, qui nous a permis d'évaluer la technique sans biais. Donc la personne devait mettre la boule blanche dans la boule bleue, tout simplement, en utilisant la technique. Donc là, c'est une vidéo qui explique un peu. Donc avec le clic gauche, on passait dans une vue verticale, et avec le clic droit, on passe dans une vue horizontale, vue de dessus. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut enchaîner les deux. Je crois qu'on va y venir. Je crois que c'est le prochain coup, où la personne va enchaîner les deux. Donc du coup, elle va faire un mouvement tridimensionnel avec deux mouvements bidimensionnels précis. Donc on a fait pareil que pour Hook. On a évalué cette technique, on a demandé aux gens de faire plusieurs fois ça, même plein de fois ça, donc on obtient des résultats sur le temps moyen pour chaque difficulté. Donc les difficultés, c'était la taille de la sphère cible. Donc plus la cible bleue était grande, plus c'était facile et rapide de mettre la boule blanche dedans, et plus elle était petite, plus c'était difficile de mettre la boule blanche dedans. Donc ça, c'est les difficultés plus grandes, et là-bas plus petites. Et donc on a montré que notre technique Yuka, elle faisait gagner 15% du temps d'interaction quand on utilise ce genre de logiciel. Et au niveau des erreurs, c'est à peu près similaire. Donc là, on avait un objectif de performance. Donc j'ai passé dans le dernier domaine d'application que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est l'entraînement. Et on va parler plus, donc avec le string active for bench, cette fois-ci on va parler de réalisme. L'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est d'essayer de simuler le réel avec du virtuel. Donc dans ce cas-là, on avait... Alors c'était le sujet de ma thèse, donc c'était en 2006. C'était en collaboration avec l'entreprise automobile PSA Peugeot Citroën. Je ne sais pas si Peugeot, vous connaissez ici. Et donc PSA Peugeot Citroën a beaucoup investi dans la réalité virtuelle à un moment, parce qu'il souhaitait concevoir beaucoup de modèles de voitures, de prototypes surtout en numérique, et de les éprouver le plus possible en numérique avant de passer à la fabrication réelle, parce que forcément ça coûte beaucoup moins cher de les faire en numérique et les éprouver en numérique que de faire des prototypes réels à chaque fois. Donc là, le cas particulier qu'on a étudié, c'est la dépose de mastic pour les joints. Ça vous paraît sûrement très précis, mais c'est une recherche qui est quand même un peu généralisable. Donc l'opérateur, vous voyez à droite, toute la journée, il a un pistolet à mastic dans la main et il doit déposer du mastic dans les joints de tôle, parce que la voiture, quand elle sort de son premier bain, les morceaux de tôle sont simplement soudés. Donc pour éviter qu'après, plus tard, la voiture ait de la poussière ou de l'eau à l'intérieur, on doit rendre ces joints de tôle étanches. Donc il passe son temps, enfin toute la journée, à faire ça. Donc dans la partie droite, là, c'est une situation très très simple. Il est debout, niveau ergonomie c'est très bien, il fait son geste. Par contre, quand il doit aller à l'intérieur du capot, se pencher, se courber pour aller positionner son joint, là c'est beaucoup plus problématique. Donc PSA Peugeot Citroën souhaitait pouvoir étudier ça pour l'améliorer avant d'envoyer la voiture en mode de production. Donc pour simuler ça, on a utilisé ce qu'on appelle un workbench. Donc là vous avez une simulation, enfin une petite image qui représente donc un personnage face à deux grands écrans, un vertical et un horizontal. Et les petites boules vertes là, c'était dans les petites boules vertes, on a mis des moteurs. De ces moteurs partaient des câbles qui étaient attachés au pistolet à mastic. D'accord ? Donc, en contrôlant la force de tension de ces moteurs, on a simulé le toucher et le contact du pistolet avec la voiture virtuelle. Alors, je vais vous montrer une vidéo après, ce sera peut-être plus efficace. Donc ça, c'était le pistolet à mastic qu'on a un petit peu transformé pour pouvoir lui accrocher des câbles. Donc là, vous l'avez avec les câbles accrochés. Du coup, on a enlevé la buse devant du pistolet à mastic, on l'a remplacé par une buse virtuelle
Donc ça nous permettait tout simplement d'améliorer le confort visuel et de pouvoir changer, d'intervertir les bustes très facilement. Donc on obtient ce genre de choses. Alors ça c'est un photomontage, hein, c'est juste pour expliquer le principe, où vous voyez donc une personne qui est en train d'aller positionner du mastic sur un objet qui n'existe pas, qui est dans l'air, un objet virtuel. Mais comme on a simulé tout le processus, toute la sensation du toucher, il est obligé de prendre les vraies postures qu'il prend dans la vie réelle pour déposer son mastic. Donc à partir de là, on va pouvoir étudier ces vraies postures et anticiper les problèmes lors de la chaîne. Voilà, donc là j'en ai fini avec cette partie-là, donc avec ma présentation. Donc juste un petit rappel, donc l'interaction 3D en fait, par rapport à ce qu'a présenté M. Petit, nous on est plutôt dans la création et l'amélioration des outils de conception, de visualisation et d'analyse de données 3D spatiales. Et donc vous avez vu que les domaines d'application étaient divers, ça peut être donc les sciences, mais également la santé, le loisir et l'industrie. Voilà, je vous remercie.